Salut. C'est quoi la pire ville du monde? Derrière Toulouse, je veux dire. Oui bon, je suis bordelais, voilà, fallait que j'entretienne le conflit. L'histoire a déjà une petite renommée, mais si on devait en retenir qu'une, ça serait sûrement Kowloon. Une ville si atroce qu'elle a gagné au fil du temps le surnom de citadelle des ténèbres. Pour un conflit entre les Anglais et les Chinois pendant des décennies, un terrain pas plus grand que 3 stades de foot en périphérie de Hong Kong va devoir se débrouiller seul, sans aucun gouvernement pour s'en occuper. Mais avec une population grandissante et sans pouvoir s'étendre, la ville autogérée va se développer de façon complètement anarchique, devenant en l'espace de quelques années l'endroit le plus densément peuplé du monde. On y comptait au plus fort pratiquement 2 millions d'habitants au kilomètre carré. Nos chers voisins version Kowloon, t'as plus de saisons que The Walking Dead. Et pour supporter tout ce monde, la ville n'a eu d'autre choix que de prendre de la hauteur. Tellement bien qu'à la fin, il y avait plus de 300 immeubles et qu'au sol, les rues étaient pas plus larges que 2 mètres. Et évidemment, en bas, il y faisait constamment nuit, la lumière n'atteignant même pas le sol. Pour profiter du soleil, il fallait être de l'élite du coin, avoir de l'argent ou du pouvoir pour atteindre les toits. Là où la plèbe restait dans le noir à errer dans les canalisations. Aujourd'hui, la cité n'existe plus, elle a été rasée en 1993. Mais elle reste l'exemple parfait de ce qui se passe lorsque l'urbanisme est incontrôlé. On est capable de créer de véritables abysses en surface. Et Kowloon, bien qu'elle ait disparu il y a maintenant 30 ans, pourrait bien revoir le jour d'ici peu. Pas elle directement, mais une ville très semblable. Parce que, statistiquement, avec ce que le monde est en train d'affronter comme exode rural sans fin, ça arrivera. Et pour de vrai, dès aujourd'hui, t'as déjà des mégapoles qui partent en sucette. Genre à Hong Kong, toujours par exemple, Johnny Harris avait filmé ce qu'ils appellent là-bas des maisons cercueils. C'est des espaces pas plus grands que la taille d'un lit. Bien souvent dans des studios qui eux-mêmes ont été redécoupés en plus petite surface encore. Plus radicalement, t'as même Shanghai ou Pékin qui veulent limiter leur nombre d'habitants dans le temps pour éviter ce qu'ils appellent la maladie des grandes villes. Ouais, tu pourras bientôt te faire refouler de l'entrée des villes comme on te refoule de l'entrée du Rex à 4h du mat. Alors c'est différent et peut-être moins pire, mais bon, à Paris, les chambres de bonne de 9 mètres carrés, insalubres avec les chiottes sur le palier, hors de prix et qui ont quand même des queues infernales pour être loué, bon, c'est pas ouf quoi. De 750 millions de citadins il y a 70 ans, à plus de 4 milliards aujourd'hui, et normalement 7 sur les 9 que compteront la planète en 2050 selon l'ONU, notre siècle n'est pas celui des empires, ni même celui des royaumes, mais bien celui des villes. Est-ce qu'on va parler d'urbanisme sur cette chaîne? Ouais, carrément. Parce que sans que vous vous en rendiez compte, il y a une course qui se joue en ce moment même à travers le monde sur qui sera le premier à construire une ville du futur autosuffisante, économique et écologique pour la multiplier autant que nécessaire pour soutenir la population grandissante de beaucoup de pays dans le monde. Encore une fois, j'ai l'impression de dire ça à une vidéo sur 2, mais on n'a vraiment pas tous les mêmes problèmes. Quand on pense ville du futur, c'est plus Minority Report ou Aldera et Coruscant dans Star Wars. Des villes genre ultra propres, immaculées ou la sécurité reine qui viennent en tête. Même bail genre la cité des riches dans Elysium. Bah justement, dites-vous que la fiction est pas si loin parce qu'en Espagne, une de ces promesses de ville du futur a justement été nommée Elysium et devrait voir le jour d'ici à 2023 pour 15 milliards d'euros d'investissement. Une ville alimentée par le photovoltaïque et où uniquement les véhicules électriques auraient le droit de pénétrer. Des parcs à thème, 19 hôtels au total, une zone commerciale, un héliport, un auditorium et une zone résidentielle extra-hôtelière avec un terrain de golf et une marina pour les activités de sport et loisirs. Je sais pas pourquoi, ça parle aussi de 33 casinos. Genre un ou deux, ça suffisait pas. Bon, j'ai pas le temps d'aller en Espagne là de suite, donc Google fera l'affaire alors. Ah, salut mon pote. En tout cas, ils ont un très beau site internet. Bon après, c'est le mec qui s'occupait des parcs Disney pendant 33 ans qui est à l'origine du projet. Alors je vois l'idée, hein, mais je suis pas sûr là. Ça me rappelle, dans le même bail, il y avait la ville d'Akon. Je sais pas si ça vous parle. Sobrement appelée Akon City au Sénégal et qui devait accueillir 300 000 personnes. Je crois que la première phase du projet devait aussi s'achever en 2023. La ville devait fonctionner avec une crypto-monnaie dédiée, le Acoin. Faudrait demander à Asher ce qu'il en pense. Bonjour à toutes et à tous. Être complètement verte et inspirée de structures africaines pour son architecture carrément. Le tout pour un total plus modeste de 6 milliards de dollars. Et du coup, on en est où de ça? Merci, Akon, pour ton œuvre. Après bon, un mec qui gère des parcs d'attractions et un rappeur des années 2000, c'est peut-être une question de personne et d'oseille peut-être aussi. Hein. Et alors si on veut être tranquille de ce point de vue-là et avoir argent quasiment illimité, faut qu'on aille voir du côté du Moyen-Orient et du projet ultra médiatisé de cet été, Neom. C'est la ville du futur made in Arabie Saoudite. Neom, New Way, New Era. Avec un budget supposé de 500 milliards de dollars et clairement le plus gros projet du style. 26 500 km², 30 fois la superficie de New York. C'est plus grand qu'Israël! Tout ça bordé par la mer Rouge. C'est une ville qui serait à zéro émission de carbone net et c'est surtout le premier volet de ce projet qui a beaucoup fait parler récemment. The Line. Une ligne d'immeubles en plein désert de 170 km. 200 mètres de large, 500 mètres de haut avec ses écoles, ses cliniques et tout ce qu'il faut pour accueillir 9 millions d'habitants. Le tout qui serait enrobé dans 2 miroirs géants. C'est le moment d'acheter des parts d'Ajax les refs, hein. Vraiment, c'est la version cadre sub de Kowloon. Dans Neom, t'as aussi Oxagon qui devrait être le projet juste après. Un quartier flottant avec 8 côtés, d'où son nom, qui doit accueillir le premier port entièrement automatisé du monde. Après, franchement, ils ont une super vidéo de promotion à base de rush Shutterstock. Moi, ça m'a l'air convaincant, hein.
La ville serait dépourvue de voitures, de toute façon t'as pas la place, remplacée par des transports en commun souterrains alimentés à l'hydrogène. En fait, le projet se veut pour MBS, le prince saoudien, une des manières d'extirper son pays de la dépendance au pétrole. D'ailleurs, la BBC explique que dans ce but, NEOM existera entièrement en dehors des limites du système judiciaire saoudien et que l'agglomération sera régie par un système juridique autonome élaboré par les investisseurs. Des mecs blindés qui font la loi, je peux émettre des doutes. Pour le moment, en tout cas, ça a conduit à 20 000 déplacés de force et un mort qui avait résisté. Ambiance! En fait, beaucoup de questions se posent autour de NEOM et de sa faisabilité. Quid, par exemple, de la nourriture dans un pays qui importe 80% de tout ce qu'il bouffe? La flotte aussi, peut-être, tout simplement, alors que le pays va clairement être amené à en manquer dans les prochaines décennies. Et pour tout le volet écologique du projet, en réalité, beaucoup parlent juste de greenwashing pour un pays dont le ministre de l'énergie déclarait au lendemain de la COP26 « Nous serons toujours le dernier homme debout, et chaque molécule d'hydrocarbures sortira ». Bref, l'article de la BBC dont je parlais juste au-dessus soulève bien tous les problèmes que suscite une ville écologique née dans le désert. Voilà, je pense que si Greta était fan de Las Vegas, ça se saurait. Mais bon, selon Ali Shehabi, un des membres du conseil d'administration, je pense que le problème de NEOM est qu'elle a échoué dans sa stratégie de communication. Les gens pensent que c'est juste un jouet de riche. Écoute, on verra, faut pas être médisant, on peut leur laisser le bénéfice du doute. Mais, vu comment le projet similaire des Émirats a évolué, c'est pas gagné. Masdar, et pas Masdac, hein. C'est NEOM en beaucoup plus petit en gros, mais même concept. Une ville technologique sortie de nulle part, étudiée pour conserver la fraîcheur, où les voitures sont interdites et où tout fonctionne au capteur de mouvement. Et du coup alors, ça a donné quoi? 10 ans après le lancement du projet, en vrai c'est un peu une ville demi-fantôme. Il y a des youtubeurs qui se sont rendus sur place, et c'est complètement vide dans leur arrière-plan. Bon là on tire beaucoup sur le Moyen-Orient qui galère à reproduire Wakanda, mais dans le reste du monde, c'est la même chose en fait. Au Japon, Toyota essaie aussi en ce moment de créer leur ville du futur, Woven City, toute connectée et ultra technologique, tout ça. En Inde, le projet de ville soi-disant sans pareil Amaravati est un énorme fail. Ah, et ça vous parle Rapture? Non, parce que la société Shimizu Corporation a dans ses papiers un projet de ville sous-marine, l'Ocean Spiral, qui tirait sa chaleur de la croûte océanique et son énergie des courants marins. Et d'ailleurs, en vrai, tirer de l'électricité des marées, c'est pas bête du tout, et ça existe déjà. C'est moins connu que les panneaux solaires et les éoliennes, mais ça s'appelle les hydroliennes. Et voilà, en fait, c'est à la limite ça qu'on peut accorder à tous ces projets. C'est qu'à la découpe, ils nous donnent bien des pistes pour améliorer ce que l'on a déjà. Et c'est sûrement ça le juste milieu à trouver. Le dicton « Rome ne s'est pas faite en un jour » n'est pas sorti de nulle part. Créer une ville, c'est beaucoup trop complexe pour être résumé à l'ambition d'un prince des hydrocarbures ou à une multinationale qui déborde d'argent. Et c'est maintenant qu'on va pouvoir regarder en France parce que là on a un bon acteur qui est à fond sur ces sujets. La Caisse des dépôts et des consignations. Un nom que vous connaissez probablement pas alors qu'elle est une des plus vieilles et importantes institutions de France. Elle œuvre pour l'intérêt général de plein de façons et entre autres via de nombreux investissements dans le public et dans le privé. Et parmi leurs missions, il y a d'accompagner nos villes déjà existantes vers une évolution durable. C'est ce mot qui est important. Évoluer. En réalité, si on veut ne pas se planter, il va s'agir d'adapter ce que l'on a déjà rénové en masse d'un côté, ce que vous connaissez déjà très bien, isolation, double vitrage, tout ça, et de l'autre côté, innover, d'accord, mais en prenant la vie de tout le monde. Et comment tu fais ça? Eh bien, en France, on a un super exemple de comment procéder. Celui de la ville de Charlie d'Angers, PV Nova, mais bon nantais, mon gars. Et plus particulièrement son île, où la Samoa, accompagnée par la Caisse des dépôts, participe à essayer plein de choses pour repenser les villes françaises de demain. J'y suis allé, et faut voir ça comme un espèce d'énorme laboratoire à ciel ouvert. Cimer, de faire les cobayes, vraiment, comme ça, votre éléphant. Je vous aime les Bretons, Trimartolo et Kouniaman. Je me fais moi-même honte, faut le savoir. L'idée c'est à la fois dans un premier temps de donner des informations aux citoyens, comme avec ce nuage par exemple qui donne des informations sur la qualité de l'air de la zone aux citadins, et puis dans un second temps d'apporter des solutions aux problèmes soulevés. Genre là, après les canicules de ces morts de cet été, ce genre d'îlot de fraîcheur, c'est pas la pire des idées pour rendre les centres-villes plus vivables, en plus de lutter contre la pollution. Une pollution qu'on pourrait éviter à la base avec plein de mini panneaux solaires. Ils appellent ça BIM énergie ou même des routes photovoltaïques. Des éclairages intelligents qui s'adaptent par exemple en fonction de la présence humaine. Et ça c'est que des trucs qui sont déjà en test à Nantes et qui pourraient bien finir par arriver dans nos centres-villes plus tard. Mais tout ça, c'est aux Nantais de décider de ce qu'ils jugent utile ou non. Ça vient pas de l'esprit d'un homme ou d'une femme, c'est un choix collectif. Tu vois le genre, tout est bon pour perdre le moins d'énergie possible. Et il y a des types qui sont ultra astucieux pour ça. Par exemple, est-ce que tu aurais pensé à utiliser en hiver la chaleur générée par les data centers pour chauffer les appartements? En vrai, oui, parce que je suis sûr qu'il y a des PCistes parmi vous qui ont déjà chauffé leur studio juste en jouant à Civ. Ou à l'inverse, le refroidissement urbain via des circuits d'eau fraîche qui parcourent les murs, c'est une excellente alternative aux climatiseurs ultra polluants. C'est littéralement du water cooling d'immeubles, fallait y penser. Et la Banque des Territoires, qui appartient à la Caisse des dépôts, va investir entre 2021 et 2024 20 milliards d'euros dans des projets en faveur de la transition écologique. Et pas que dans les grosses, aussi dans les petites collectivités. Et puis surtout, spoiler, mais la ville de demain sera verte. Mais bon, ça je pense que vous vous en doutiez tous. On peut plus faire sans ça, sinon on va tous devoir abandonner nos appartes. Et les mairies le savent déjà très bien partout dans le monde. À Toronto par exemple, c'est d'ores et déjà 20% des toits des immeubles qui sont végétalisés. De 1, ça participe à améliorer la qualité de l'air, et de 2, à lutter contre le phénomène d'îlot de chaleur. Mais
Juste des arbres et des infrastructures résilientes ne suffiront pas. Il va aussi falloir que l'on adapte notre façon de vivre en ville. Par exemple, et je sais que ça en fait râler plus d'un, mais la voiture individuelle, ça va petit à petit sortir des centres-villes au profit de modes de transport plus doux, comme le vélo, l'autopartage ou les transports en commun. Et puis même avant ça, l'idée c'est de regrouper le plus de choses possible en un même lieu pour éviter le plus les déplacements inutiles. Donc ça dégage les zones pavillonnaires, les zones commerciales, les campus, enfin tout ce qui est vraiment avec un but distinct. À terme, le but visé, c'est d'atteindre ce que le scientifique Carlo Moreno appelle la ville du quart d'heure, où, comme son nom l'indique, tout sera accessible à moins de 15 minutes de marche. Alors ouais, non, je suis d'accord, c'est moins stylé qu'un drone qui te livre ta pizza. Mais c'est ça la réalité, ce sera toujours moins impressionnant que dans les films. Et puis enfin là, on oublie encore une chose, c'est que les villes ce sont pas que des bâtiments, ce sont aussi les gens. Et derrière les avancées technologiques, il doit aussi y avoir des avancées humaines. En Suède ou au Danemark, par exemple, t'as des immeubles comme la 8 House qui sont pensés dès leur construction pour favoriser les relations entre voisinages. Et en France, la Caisse des dépôts finance ce qu'ils appellent des résidences intergénérationnelles pour désisoler les personnes âgées. Puis, c'est aussi permettre plus de démocratie participative à l'échelle des quartiers. C'est déjà ce que proposent des startups comme Cap Collectif, par exemple, qui permettent aux gens de s'exprimer précisément sur un sujet donné. C'est ce qui s'appelle de la civic tech. Comment repenser la relation aux citoyens. Et en vrai, c'est un sujet ultra important. Combien de fois t'as voulu faire un truc pour ta ville où t'as eu une idée cool, mais t'avais pas la putain de moindre idée de comment faire? Bah toutes les startups, et il y en a de Civic Tech, veulent régler ce problème. Et c'est ce genre de projet, tu commences à capter, qui encourage à fond la Caisse des dépôts avec ses investissements. Va falloir être malin, et pour ça, va falloir faire appel à tout le monde. L'idée sera toujours double. Avoir un impact positif pour la préservation de l'environnement, et participer à améliorer la qualité de vie des citoyens. Chaque recoin du monde aura sa solution à la ville de demain. Il n'y aura pas de bonne réponse à copier-coller partout sur le globe comme certains essaient de le faire. Ce sont nous, les habitants, qui connaissons le mieux nos maisons. Et ça sera à nous d'adapter ou de construire les réponses aux problèmes de demain.